Bonjour, merci à vous. Un mot sur ce que vient de raconter Axel de Tarlé sur l'énergie. Quel rôle pouvez-vous jouer, vous, les députés, pour aider à réduire cette consommation d'énergie, pour aider à cet effort de guerre, entre guillemets? Alors déjà, il faut dire que les Français font d'ores et déjà beaucoup d'efforts. Il y a 12 millions de Français qui sont en précarité énergétique dans notre pays. Et le litre de l'essence, ça ne vous a pas échappé, est déjà à plus de 2 euros par litre, avec des Français et des Françaises qui se demandent s'ils vont encore pouvoir continuer à aller travailler. Donc le premier effort qui doit être fait, il doit être fait sur les multinationales. Quand vous avez Total qui fait un bénéfice record de 14 milliards d'euros, quand vous avez Total dont le PDG a augmenté l'année dernière de 52% sa rémunération pour atteindre 6 millions, et quand vous avez Total qui a reversé 8 milliards de dividendes aux actionnaires, c'est quand même savoureux que ce soit eux qui nous demandent de faire des efforts. Oui, mais ça ne règle pas les problèmes de pénurie. Non, ça ne règle pas les problèmes de pénurie, mais ça permet déjà d'avoir un blocage des prix à la baisse pour les Français et les Françaises. Oui. Et ensuite, ce qui était dit à l'instant, c'est-à-dire qu'ils viennent de découvrir au niveau européen que nous pouvions effectivement bloquer les prix, y compris pour l'achat du pétrole, ce qui permettrait de gérer collectivement et de mutualiser les choses. Ça ne peut se faire qu'au niveau européen, qu'au niveau national, on est un peu impuissant par rapport à tout ça? Non, je pense qu'on peut faire à tous les niveaux, mais que c'est d'abord dans les décisions collectives qui sont prises que l'on doit régler les choses, et notamment on découvre peut-être maintenant que la meilleure des énergies est celle qui n'est pas produite, et donc que nous devons faire des choix collectifs. Par exemple, faut-il continuer avec des panneaux publicitaires lumineux à tout va dans nos villes? Par exemple, faut-il continuer à illuminer toutes nos villes la nuit? Eh bien, ce sont des questions qui doivent se poser, mais c'est des questions collectives et pas individuelles. Nul ne peut être privé du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Voici les mots que la patronne des députés macronistes, Aurore Bergé, veut inscrire dans la Constitution pour que le droit à l'IVG y soit gravé. Elle va déposer une proposition de loi en ce sens. La NUP votera-t-elle cette proposition de loi? Alors, on verra comment ça se passe. Aujourd'hui, nous allons déposer notre propre texte, comme nous l'avions annoncé la veille de l'annonce de Madame Bergé, donc qui est un texte que la NUP, la Nouvelle Union Populaire, propose à l'ensemble des députés hors Rassemblement national. Qui va dire la même chose à peu près? Normalement, c'est la même idée. Donc il n'y a pas sur un sujet comme ça moyen de se mettre d'accord entre les uns et les autres? Nous la proposerons, y compris aux députés macronistes. Et j'espère que les députés macronistes voudront bien co-signer notre texte, puisque c'est la proposition que nous avons faite, de faire un texte commun sur cette question-là. J'alerte sur un point. Ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé en Pologne, avec 2 femmes qui sont mortes l'année dernière pour des raisons d'interdiction d'avortement, peut se passer en France. Et quand vous voyez la nouvelle Assemblée nationale, avec des députés RN, comme Madame Lavalette, qui a signé un texte pour interdire l'IVG, comme Madame Caroline Parmentier, qui parle de génocide lorsqu'elle parle de l'avortement, eh bien oui, il y a une alerte à inscrire ce droit. L'avortement est en danger en France? Le droit à l'avortement est en danger en France? Oui. Parce que hier, François Bayrou disait, est-ce que c'est bien utile en ce moment? Personne ne veut vraiment s'y attaquer. Eh bien justement, je prouve le contraire avec un nombre de députés, je peux vous les citer tous, qui disent les pires choses sur la question de l'IVG. Rappelez-vous, y compris Madame Le Pen qui voulait interdire les IVG de confort. Donc je crois que oui, il est temps, et nous le disons depuis au moins 10 ans, d'inscrire l'IVG dans la Constitution afin de garantir ce droit. Écoutez, si les macronistes sont trop sectaires pour faire avec nous le texte, évidemment nous voterons le nôtre parce que la cause est plus importante. Vous voterez le leur, vous voulez dire? Oui, évidemment, nous voterons le leur parce que la cause est trop importante pour passer sur des jeux politiciens. Mais j'espère que justement, ils n'auront pas ce sectarisme et qu'ils pourront co-signer celui que nous déposerons aujourd'hui. La Première ministre a ma confiance pour mener l'action du gouvernement dans la durée, a donc dit Emmanuel Macron ce week-end. Cette clarification est-elle la bienvenue? Iriez-vous jusqu'à dire que vous vous en réjouissez, Mathilde Panot? Ah non, nous ne demandons pas à Emmanuel Macron s'il a confiance en sa Première ministre ou non. Emmanuel Macron a une tendance à tordre finalement les institutions de notre République. Madame Borne doit aller demander la confiance devant l'Assemblée nationale. C'est comme cela que ça se passe. Après son discours de politique générale, donc la semaine prochaine probablement, Exactement. Vous souhaitez qu'elle demande la confiance? Exactement, nous continuons à demander qu'elle demande la confiance, comme dans toutes les démocraties, et n'en déplaise à Emmanuel. Tout le monde ne l'a pas fait, hein. Tout le monde ne l'a pas fait. Enfin, dans la plupart des démocraties, vous admettrez que... Pierre Bérégovoy l'a pas fait, Édith Cresson l'a pas fait, Michel Rocard l'a pas fait, 3 premiers ministres de gauche à l'époque. Eh bien, ça ne fait pas beaucoup. Ouais. Ça ne fait pas beaucoup, et je crois que ce qui s'est passé avec les élections législatives, n'en déplaise à M. Macron, c'est que justement, il n'est plus le seul à décider, mais que maintenant,
L'Assemblée nationale n'est plus sa chambre d'enregistrement ni son paillasson et qu'il doit donc faire avec une Assemblée nationale qui est forte. Si la Première ministre ne pose pas la question de confiance, est-ce que vous déposerez une motion de censure? Nous nous réservons le droit, si elle ne le demande pas, de déposer une motion de censure. Quitte à faire tomber le gouvernement? Quitte à faire tomber le gouvernement. C'est pas un peu tôt pour quelqu'un qui n'a pas gouverné du tout encore? Mais vous comprenez qu'il y a un problème démocratique. On fait comme si les élections législatives n'avaient pas existé. Les élections législatives ont existé. 1 mois et demi après que M. Emmanuel Macron a été réélu comme président, la majorité des Français ont décidé d'envoyer à l'Assemblée nationale des députés qui ne sont pas d'accord avec le projet politique que porte M. Emmanuel Macron. Donc nous faisons notre rôle de député. Nous avons été élus pour porter un tout autre monde que celui que porte M. Emmanuel Macron, et notamment celui de porter un monde avec une augmentation des salaires, avec un blocage des prix à la baisse, une garantie d'autonomie pour les jeunes, avec la fin des pesticides. Bref, exactement le contraire de ce que porte Emmanuel Macron depuis maintenant 5 ans. Alors, il a quand même un groupe qui est majoritaire, mais il n'a pas la majorité absolue à lui tout seul. Et il a chargé sa première ministre de discuter avec les forces politiques de gouvernement. C'est-à-dire, en clair, tout le monde, sauf le Rassemblement national et sauf vous, la France insoumise. Pas la NUP, mais la France insoumise. Eh bien, je réponds à M. Emmanuel Macron que oui, nous sommes une force de gouvernement. Oui, nous aspirons toujours à gouverner. Nous avons d'ailleurs fait un accord avec la nouvelle Union populaire qui comporte un programme de 650 mesures que nous sommes prêts à appliquer. Ça veut dire quoi? Juste pour qu'on clarifie, ça veut dire que LFI n'a pas le droit de discuter, mais que le PS et les socialistes vont aller discuter avec Elisabeth Borne, que les écologistes vont aller discuter avec Elisabeth Borne? Non. Les communistes vont aller discuter avec Elisabeth Borne? On verra ce qu'on fait avec la nouvelle Union populaire, mais nous avons fait un intergroupe. Nous nous sommes dotés d'un intergroupe pour travailler en commun la semaine dernière. Tout le monde est d'accord pour dire que nous sommes en opposition avec le gouvernement d'Elisabeth Borne. Fabien Roussel, hier, a dit on peut discuter. Qui s'exprime en son nom propre parce que ce n'est pas la position. Il est le chef du Parti communiste. Ce n'est pas la position du groupe parlementaire communiste à l'Assemblée nationale. Donc, vous verrez. Nous allons être une force coordonnée qui aspirons à gouverner. Et Emmanuel Macron dit que nous ne sommes pas. Ça veut dire que vous demandez ce matin aux autres membres de la NUP de ne pas aller discuter avec Elisabeth Borne si vous n'avez pas le droit d'y aller? Non, ils peuvent aller discuter comme ils veulent. Mais nous savons très bien qu'ils sont en train d'essayer de nous diviser. Ils essayent de nous diviser, mais ne vous inquiétez pas, nous allons rester unis sur cette question-là. Nous avons ce socle commun programmatique et nous n'avons pas fait, c'est ce que nous ne cessons de répéter, nous n'avons pas fait un accord électoral. La nouvelle Union populaire va perdurer, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous sommes en train de créer. Et si M. Emmanuel Macron pense que nous ne sommes pas un parti de gouvernement, non, nous ne sommes pas un parti de son gouvernement, c'est-à-dire déterminé à continuer la maltraitance sociale et écologique comme lui le fait. Puisqu'il considère que vous n'êtes pas dans l'arc républicain comme il dit et que vous considérez que vous l'êtes, est-ce que vous demandez à être reçu par la Première ministre? Écoutez, j'ai eu un appel téléphonique avec la Première ministre la semaine dernière. Oui, je considère que nous pourrions être reçus par la Première ministre. Après, je vais vous dire, de quoi va-t-elle parler avec les forces politiques? De savoir s'ils veulent faire un gouvernement d'action, comme ils sont en train de le dire. La réponse est connue pour la France insoumise, et d'ailleurs pour les autres forces de la NUP. Cette réponse, c'est que non, nous ne gouvernerons pas avec des gens qui Aucune force de la NUP. Mais non, avec des gens qui portent la retraite à 65 ans, avec des gens qui portent le RSA contre 15 à 20 heures de travail gratuit par semaine. Nous ne voulons pas de ce monde-là et nous sommes prêts à construire l'alternative au leur. Mathilde Panot, la secrétaire d'État au développement, Chrysoula Zakharopoulou, est l'objet d'une enquête alors que 3 plaintes pour viol ont été déposées contre elle. Doit-elle quitter le gouvernement? Oui, je crois que c'est ce que nous avons demandé pour chacun des membres du gouvernement lorsqu'il y a une enquête, le temps que l'enquête détermine si oui ou non. Mais est-ce qu'une accusation suffit? Je crois que lorsqu'il y a plusieurs accusations, ça amène à penser qu'en tout cas, la personne doit se mettre en retrait. Je pense que c'est une manière républicaine de faire. C'est pas dangereux? Parce que si en sortant de là, quelqu'un vous accuse de viol, vous démissionnerez de votre poste de député? S'il y a des plaintes, oui. S'il y a des plaintes? Oui, bien sûr. Je pense que... Mais oui, c'est important parce que si vous voulez... Vous avez une certaine exemplarité à avoir au niveau notamment du gouvernement. Mais la présomption d'innocence, Mathilde Panot. Mais la présomption d'innocence existe. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Ça veut dire que le temps que la justice rende son travail, eh bien, vous pouvez vous mettre en retrait de la vie politique et ensuite la justice détermine si vous êtes coupable ou non. Ce n'est ni à vous ni à nous de le faire. On n'est pas arrivé à un stade où accusation vaut culpabilité aujourd'hui dans la société? Non, je ne crois pas. Je crois que nous sommes dans une société dans laquelle pendant très longtemps, la parole des femmes notamment n'a pas été entendue. Nous sommes dans une société dans laquelle le patriarcat a encore une voix très forte sur la manière dont nous organisons la société. Donc je crois
que le fait qu'on croit maintenant les personnes qui se plaignent est une bonne chose pour le pays. Vous avez vu la réaction de la présidente de la commission du Comité national des gynécologues et obstétriciens français. Ils ont signé une tribune hier dans le journal des dimanches, tout en nuances, mais aussi en inquiétude. Je les cite. Si les médecins et les sages-femmes, de crainte de se voir traités de violeurs sur les réseaux sociaux et d'être poursuivis en justice pour viol, renoncent à examiner les femmes, ce sont celles-ci qui en paieront les conséquences. Il ne s'agissait pas de défendre la ministre en l'occurrence. Il s'agit d'un sujet. Non, mais je comprends. Mais la question des violences obstétricales n'a pas été posée clairement et de manière sérieuse dans notre pays. Et donc, je crois que c'est aussi une manière de faire en sorte que nous pensions cette question-là, dont beaucoup de femmes sont victimes dans notre pays. Merci Mathilde Panot d'être venue dans le matin. Merci à vous.